C'est l'heure de l'invité de votre grand journal Direction Bakou, où les participants de la conférence sur le climat de l'ONU notent quelques avancées générales sur la finance climatique pour les pays en développement contenues dans la déclaration du G20 à Rio. Le plus dur reste donc toutefois à accomplir lors de cette COP29. Le communiqué de Rio s'accompagne d'un silence de 20 puissances sur la sortie des énergies fossiles. Une formulation arrachée à la COP28 de Dubaï, mais qui n'a pas donc été reprise. Et pour en parler, nous sommes avec Oussama Baïssi, responsable biomasse et agri-technologie au sein de l'IRSN. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci infiniment. Je vous remercie infiniment pour cette invitation, pour être parmi vous aujourd'hui. Merci. Comme noté, les dirigeants du G20 n'ont pas annoncé de percée, mais semblent donc signaler leur volonté d'un accord à Bakou d'ici la fin de la COP29. Nous avons urgemment besoin que tous les pays cessent les postures et convergent rapidement vers un terrain d'entente, a réagi aujourd'hui le chef de l'ONU Climat, Simone Thiel. Alors, vous êtes donc sur place au sein de la délégation de l'IRSN. Les négociations sont-elles véritablement au point mort? Donc, bien évidemment, en fait, avant de commencer, ça sera très intéressant de faire un petit état de l'art. Là où on est concernant la conférence des parties 29 à Bakou. Normalement, dans quel cadre elle est là? En effet, la COP29, normalement, vient dans un cadre qui est un peu spécial. De point de vue politique, on voit très bien ce qui se passe autour du monde, la crise russo-ukraine, ce qui se passe au niveau de Palestine, les différentes élections qui se passent au niveau du monde, notamment au niveau du continent européen, la réélection de Donald Trump comme président des États-Unis. On sait très bien la philosophie des républicains en termes de changement climatique. Donc ça d'une part. D'une autre part, ça vient aussi dans un contexte climatique qui est un peu délicat et un peu spécial. Par exemple, on voit ce qui se passe au niveau de l'Espagne, au niveau des États-Unis, même ces dernières années au niveau du Maroc et les périodes de sécheresse. Donc tout ça, normalement, conditionne l'arrivée de cette COP29. Cette COP29, en soi-même, il s'agit de la dernière COP avant la révision de ce qu'on appelle la contribution déterminée nationale, un mécanisme qui a été mis en place dans le cadre de l'accord de Paris 2015 et qui engage tous les pays parties à agir pour limiter le réchauffement climatique. Pour le moment, normalement, il n'y a que 3 pays qui ont déjà soumis leur mise à jour de leurs indices. Et au niveau de cette contribution, les scientifiques et les experts ont été clairs que ce qui a été annoncé, ce qui a été mentionné ne va pas aider pour aboutir aux objectifs. Donc normalement, tout ça vient pour préparer ce qu'on appelle la COP 29 qui a été intitulée comme la COP finance, la COP 100% finance climat. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on attend de cette COP 29? On attend bien évidemment un consensus sur ce qu'on appelle un nouveau objectif quantifié en termes de finance climat. Parce que il y avait un objectif qui a été souligné au niveau de la COP 15 à Copenhague, en Danemark, qui mentionne qu'il faut mobiliser 100 milliards de dollars en termes de finances climat. Les experts estiment bien que ce montant n'est pas suffisant. Donc normalement, durant cette COP 29 à Bakou, cet objectif est pour être révisé. Alors, bien évidemment, où on est après une semaine de négociations au niveau de la conférence des parties, on est dans une situation de blocus. Donc, pourquoi ce blocus? Parce que, bien évidemment, les pays sous-développés demandent des montants qui sont très ambitieux, notamment on parle de 1300 milliards de dollars
comme objectif d'ici 2030. Et les négociateurs se trouvent dans une situation de perplexion. Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas d'objectifs clairs. Comment ces fonds seront mobilisés en termes de mécanismes, en termes de déploiement? Est-ce que ça sera orienté atténuation, adaptation, tout ça? Donc ça d'une part. De notre part, il y a aussi le boycott de la France pour des raisons politiques. La France joue un rôle extrêmement important dans la partie aussi de négociation comme un grand player dans la Commission européenne et son absence durant cette COP aussi crée un certain blocus. Aussi, le groupe africain, puisque nous sommes des Africains, insiste sur l'accès clair et juste aux finances climat, mais le lobbying qui est toujours là, Tout à fait. lobby Et pour justement, la continuité. Oui. et juste, oui, et justement, tout ce débat est-il donc en lien avec le financement solidaire, mais aussi avec la notion de justice climatique? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu votre Oui, je question. disais justement, vous parliez de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, ce débat est en lien avec le financement solidaire, mais également avec la notion de justice climatique? Bah, normalement, la partie finance, c'est le socle, c'est la pièce maîtresse, c'est normalement comment je l'appelle, c'est le mot de passe pour atteindre les objectifs des changements climatiques. Et là, normalement, ça peut même rentrer dans la question de la climatique, la justice climatique, parce que durant toutes ces dernières années, il y a plus de focus en termes de finances vers l'atténuation des gaz à effet de serre plus que l'adaptation. Par exemple, si on prend l'exemple de nous, le Maroc, ou bien tout le continent africain, qui est un continent qui n'est pas vraiment émetteur de gaz à effet de serre, et il est plus concerné par la question de l'adaptation. Et donc, cette COP de Bakou, puisque c'est la COP où il y aura une révision des objectifs finance-climat, ce sera l'occasion pour les négociateurs africains pour vraiment créer une pression forte afin d'atteindre des financements en termes d'adaptation que atténuation. Et dans cette même dynamique, pour parler de cette occasion aussi, c'est aussi d'ailleurs l'occasion de revenir sur le rôle de votre structure, l'IRSN. Qu'en est-il exactement? Excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Oui, je disais que c'était également l'occasion de revenir déjà sur le rôle de l'IRSN. Qu'en est-il exactement par rapport aussi à aujourd'hui à cette COP 29? Alors, normalement, cette COP aussi était, si vous me permettez, je vais aussi me faire un petit lien en termes de participation de l'IRSN, l'Institut de recherche en énergie solaire et nouvelle énergie, comme partie de la délégation marocaine au niveau de la COP. Alors normalement, l'IRSN, comme étant un acteur clé dans la recherche, développement et innovation au Maroc, qui reste comme une étape clé afin d'aboutir toutes les technologies qui vont permettre d'atténuer et faire face au changement climatique, a pu participer à cette COP en organisant deux side events. Le premier, c'était sur la question des mécanismes de financement. Comment on peut atteindre des mécanismes de financement qui sont clairs et justes au niveau de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour accélérer les objectifs des changements climatiques. Et un deuxième side event qui était dont l'objectif était comment on peut développer les technologies de capture carbone, puisque le dioxyde de carbone, c'est le premier antagoniste dans cette grande bataille changement climatique. Comment utiliser cette molécule de carbone afin de synthétiser des carburants synthétiques, durables et amis de l'environnement. Pourquoi cette question des carburants synthétiques? Parce que, comme je rappelle,
parmi les choses qui ont été conçues au niveau de la COP28 à Dubaï, aux Émirats, c'est ce qu'on appelle le phase-out des combustibles fossiles. Donc, on a eu cette audace de mentionner qu'il va avoir une étape de phase-out. Donc, on doit commencer à réfléchir à des combustibles alternatifs. Et donc, ici, nous avons discuté avec différents parties prenantes du secteur privé, du secteur de financement et même du secteur de la recherche et développement, comment on peut développer ces technologies, comment on peut les mettre en vigueur, comment on peut les développer le plus tôt possible afin de mettre en place des carburants qui sont compétitifs de point de vue économique et qui sont performants de point de vue technique et même environnemental. Et quels sont aujourd'hui les projets sur lesquels travaille l'IRESEN d'ailleurs? Excusez-moi. Je disais, quels sont aujourd'hui d'ailleurs les projets sur lesquels travaille l'IRESEN? Je m'excuse, j'ai pas bien entendu, je m'excuse. Je disais, quels sont aujourd'hui donc les projets sur lesquels travaille l'IRESEN? Normalement, au niveau de l'IRSN, qu'est-ce que on fait? Normalement, comme j'ai mentionné, normalement notre rôle est bien orienté en termes de recherche et développement. Donc l'IRSN est subdivisé en deux grands blocs. Le premier bloc, il s'agit d'une agence de moyens qui permet à travers des appels à projets multilatéraux et des bilatéraux, de lancer des initiatives pour encourager les consortiums scientifiques à développer des alternatives amies de l'environnement en termes d'atténuation ou même parfois des adaptations au changement climatique dans les secteurs surtout énergétiques, parfois même autres, comme l'exemple des technologies dédiées à l'agriculture. Ça d'une part. D'une autre part, le rôle des équipes scientifiques de l'IRSN est d'incuber des plateformes de recherche dans lesquelles les scientifiques vont développer des technologies qui permettent de démontrer pour le secteur public et le secteur privé l'utilité et l'importance de les développer et les rendre plus matures en point de vue technologique. Pour le moment, l'IRSN avec ses partenaires a pu réussir à incuber deux plateformes de recherche. La première, c'est Green Energy Park, qui est dédié au sujet de l'énergie solaire. La deuxième, c'est Green Smart Building Park, qui est dédié à l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments, la mobilité électrique, les villes de demain, etc. Et donc, pour le moment, nos équipes sont en train de développer une nouvelle plateforme dédiée à la chaîne de valeur hydrogène vert, tout commençant de la partie électrolyse de l'eau, qui est le socle de la production de cette molécule d'hydrogène vert, jusqu'à au final, à savoir les carburants synthétiques, l'électricité verte à partir de cet hydrogène. Et donc, normalement, notre rôle, c'est développer ces technologies et montrer leur intérêt de point de vue technique, économique et même environnemental pour les décideurs politiques, pour les grandes sociétés privées, afin de prendre en considération ces technologies et les développer. Merci encore à vous, Oussama Baïssi. Je rappelle donc que vous êtes responsable biomasse et également au niveau de agri-technologie au sein de l'IRESEN. Vous étiez en direct avec nous de Bakou. Merci à vous et très bonne journée. Je vous remercie. Également.